Une année presque jour pour jour s'est écoulée depuis mon premier édito hebdo sur cette antenne. C'était le 15 juillet 2021. Cette année-là, l'été avait été brûlant, autant côté Mercure que côté rue. La canicule n'avait en rien démotivé des centaines de milliers de personnes à manifester partout en France et singulièrement à Paris, là où se concentre le pouvoir. Emmanuel Macron venait de contredire toutes les promesses de son gouvernement et de passer outre le Parlement pour imposer le pass sanitaire après des mois de règles aussi absurdes que violentes, d'attestations de sortie, de limitation des déplacements dans l'espace et le temps, de masques, de pas de masques, de drones, de matraques et de confinement strict. C'était le bon vieux temps, quelque part. Mais bien que la législation ne prévoie plus le renouvellement de ces dispositions liberticides, hormis aux frontières où le QR code semble prévoir son retour prochain, la période Covid a permis d'infuser tout un tas d'idées, de comportements et l'installation d'infrastructures tant légales que physiques qui continuent de menacer et d'attaquer nos droits et libertés fondamentales. En parallèle, l'arrivée fracassante de l'extrême droite à l'Assemblée nationale le mois dernier, mais surtout ces jeux d'alliance avec la droite et la majorité présidentielle pour écraser la fragile mais ambitieuse coalition des gauches, marquent brutalement et sérieusement notre parcours politique collectif. Il faut le marteler. Alors qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne viennent tout juste d'inaugurer un gouvernement qui fait la part belle aux conservateurs les plus extrêmes, dont certains soutiennent actifs à la manif pour tous. Si l'été 2021 avait été brûlant, celui qui vient risque d'être en fusion. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Djemil, nous sommes le 6 juillet 2022 et voici mon édito hebdo. Nous voici donc au début de l'été 2022 et si les rues sont pleines, c'est de touristes et de consommateurs bien comme il faut. Tout propre sur eux. Pas de vilaines couleurs fluo ou de slogans lancés pour faire tâche, non. Le ronron du vieux monde, du fameux monde d'avant, a réinvesti toute la société. Mieux, nous sortons d'une séquence démocratique qui aurait pu traduire une volonté forte de changement de cap politique. Mais c'est tout l'inverse, ou presque, qui s'est produit. Les gauches unies mais fragiles, Macron qui s'enferme dans le déni et l'extrême droite qui fracasse l'Assemblée. C'est le doyen de cette dernière qui, par tradition, s'exprimait alors en premier lors de la première séance de la nouvelle législature il y a quelques jours. Au perchoir, il versera une larme en hommage à l'Algérie française, sous les applaudissements de la droite et de la Macronie et les louanges de Jean-Marie Le Pen. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Eh ben, il a une sacrée gueule le monde d'après, hein. Il ressemble vachement au monde d'avant du monde d'avant. Pas sûr que le recyclage des ordures soit une bonne chose en politique. 89 députés d'extrême droite siègent désormais au Parlement. 89. Ils étaient 7, une poignée, et sans aucun groupe, encore l'année dernière. Et mis à part quelques gauchistes, que nous sommes, pour s'en émouvoir avec gravité ici et là, et tout de suite taxés de fous furieux d'extrémistes à longueur de plateau télé, il n'y a quasi aucune réaction. La rue ronronne toujours, calmement, comme si de rien n'était. Tandis que les progressistes et ceux qui ne sont rien boudent chaque fois un peu plus les urnes, laissant toute la place au camp d'en face qui progresse inexorablement. 89. Que s'est-il passé ? Un député d'extrême droite qui fait l'apologie de la France coloniale au perchoir de l'Assemblée aurait dû suffire à enflammer les passions et à faire fleurir les barricades dans tout Paris. Mais non, rien. Ou alors si, il faut savoir qu'une poignée de gilets jaunes et apparentés continuent d'arpenter les rues de la capitale chaque samedi ou presque, quelques manifs par-ci par-là, mais toutes complètement écrasées par plus de CRS qu'il n'y a de manifestants. Le bleu sombre a fini par recouvrir le jaune solaire. Oui, je sais, c'est pas très joyeux tout ça. Et c'est pas fini. Des nouveaux blindés avec des lance-grenades 30 coups d'une portée de 400 mètres, équipés de caméras longue portée, vision nocturne et thermique, capables de rouler à 110 km/h et même à 30 km/h en poussant des véhicules jusqu'à 3,5 tonnes, tout en diffusant du gaz lacrymogène de tous les côtés et protégeant les 12 agents des forces de l'ordre à bord. C'est la dernière commande en date réalisée par le ministère de l'Intérieur, toujours dirigé par Gérald Darmanin. On ne change pas une équipe qui gagne, fin 2021. Impossible de savoir pour quel pognon de dingue seront achetés ces 90 nouveaux blindés pour le moment. La société Sofram, qui a remporté le marché, m'a répondu que les négociations étaient toujours en cours, mais plus pour très longtemps.
On a vachement hâte de connaître la note. Déjà que le budget du ministère de l'Intérieur, donc de la police, avait été réévalué de 900 millions d'euros en 2021 pour 2022, tout en n'augmentant pas les impôts. Ah non, ça, pas de touche. Moi, je suis contre toute hausse d'impôts. Et c'est d'ailleurs pas le projet du président de la République d'augmenter les impôts. Je suis pour moins d'impôts, plus de sécurité, si je devais résumer. Ça, c'était notre éternel ministre de l'Intérieur le 28 juin dernier à la radio. Clair et limpide sur le projet politique pourtant habituellement flou d'Emmanuel Macron. Plus de sécurité, moins d'impôts, parfait. Mais plus de sécurité, c'est plus de dépenses. Et moins d'impôts, c'est moins de recettes. Du coup, comment fait-on pour financer les services publics de l'éducation, de la santé, des transports, des minima sociaux et tout le reste? Pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre le message. D'ailleurs, pensez-y quand on vous reparlera bientôt de faire de nouveau des efforts et des énièmes économies sur le dos de l'hôpital et de l'école. Mais heureusement pour nous, nous n'avons pas tout perdu. Les législatives ont restauré un régime un peu moins présidentiel, plus parlementaire, et ça, c'est bon pour la démocratie. Un parlement, c'est fait pour parlementer, discuter, débattre, et décider entre élus représentant le peuple souverain. Oui, j'arrête, pardon, je m'égare dans mon idéalisme républicain. En réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Entre avril et juin, Emmanuel Macron est passé de ça. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ah ça. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Ce n'est plus là du retournage de veste, c'est un tour de magie sans les mains. Toute fin juin, Emmanuel Copperfield donnait une interview à l'AFP où il renvoyait l'AFI et le RN dos à dos, je cite, « Ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement ». Dans les faits, la majorité présidentielle n'a absolument pas hésité à voter pour le RN, en faisant élire 2 députés d'extrême droite à la vice-présidence de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Ce qui est dans la lignée des législatives où, souvenez-vous, c'était hier, la Macronie n'appelait pas à voter pour la NUP ou même contre le RN quand ces 2 derniers se faisaient face au second tour des élections. Plus de 3/4 des électeurs macronistes s'étaient alors abstenus face à ce cas de figure. La diabolisation de la gauche, au profit d'une normalisation de l'extrême droite, ne fait donc ici que commencer à porter ses fruits. La suite risque de faire encore plus mal à toujours plus de monde, jusqu'à menacer la société tout entière. Ne nous voilons pas la face. Le remaniement qui a été réalisé et acté ce lundi en dit long et confirme le sens de la marche. Déjà, la promesse de 2017 d'un gouvernement de maximum 15 personnes, très ramassé, avec des personnes issues de la gauche et de la droite, pour citer Macron à l'époque, n'est absolument pas tenue. Nous en sommes à 41 ministres. Tandis que le duo Macron-Borne fait entrer pas moins de 5 nouveaux ministres au gouvernement provenant de la droite la plus radicalement conservatrice, actifs dans le mouvement anti-mariage pour tous, comme Christophe Béchu notamment, à qui on a donné les clés du ministère de la Transition écologique, alors qu'il n'y connaît manifestement rien, mais alors rien du tout. Écoutez-le plutôt répondre en tant que maire d'Angers à l'élu d'opposition LFI Claire Schweitzer, qui soulevait un point écologique et social au conseil municipal. Donc on a vraiment besoin de rénovation thermique et nous soutiendrons autant que possible toutes les opérations que vous entreprendrez sur ce sujet. Rénovation thermique qui est aussi un vecteur d'emploi durable et éthique. Merci. La petite polémique politicienne, vraiment, mais toute petite, qui consiste à prendre de faits divers pour être capable de les globaliser. Alors là, c'est tellement propre, si vous voulez, d'une forme de démagogie qui fait que vous avez commencé votre intervention pour dire que quand on sent que le système craque, on se met en colère. Votre arrogance et votre manière de penser qu'avec vos 5,12%, vous allez expliquer la vie à l'ensemble des Angevins, sincèrement, il vous reste 5 ans pour retrouver un minimum d'humilité, pour arrêter de penser qu'au motif que vous avez été élu au conseil municipal parce que vous avez fait 0,13 points de plus que la barre, ça vous donne le droit d'aller expliquer à l'ensemble de la population ce qu'elle doit faire. Alors lui, il y a moyen de trouver son portrait en cherchant mépris dans le dictionnaire. Mais pire, alors qu'avait été renouvelée la promesse de faire de l'écologie la priorité des politiques à mener, le ministère en question dégringole de la 5e à la 10e place dans l'ordre protocolaire, ce qui devrait rassurer Christophe Béchu quelque part. Heureusement, il a d'autres talents, comme par exemple censurer des campagnes de prévention contre le VIH à Angers
Écoutez-le justifier son homophobie tout récemment. Le sujet, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens bien pensants aimeraient laisser penser, ça n'est pas la question de la prévention, et en particulier pas la question de la prévention contre le sida. Le sujet, c'est qu'un message très ciblé, il a vocation à être diffusé sur des supports qui sont ciblés. Quand on utilise l'espace public pour faire passer des messages, il faut que ces messages soient grand public. Les affiches parlant d'un coup d'un soir, d'un moment avec un inconnu, d'une nuit, etc. Ça ne relève pas d'une logique qui est une logique de prévention au sens classique, et ça participe, notamment pour les enfants, et en particulier pour eux, puisque c'est ce qui a fondé, c'est ce qui a motivé ma décision, à une forme de trouble sur l'espace public. Donc de manière très simple, j'ai demandé à la société de co de retirer l'ensemble des affiches situées à proximité des écoles. Ces affiches-là seraient donc capables de générer le trouble dans l'espace public. Pauvres enfants à esprit prude. Heureusement que d'autres campagnes publicitaires sont bien plus soft, respectueuses des mœurs ou encore de la santé publique. Autant de données mesurées et contrôlées par Christophe Béchu, détenteur de la vérité absolue. Par ailleurs, je pourrais vous parler de François Braun, le nouveau ministre de la Santé, dont la nomination est vue comme une véritable provocation par les médecins urgentistes. Ou encore de Patricia Miralles, nouvellement nommée secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, qui, elle, n'en a manifestement pas. Des SMS prouvent que l'ex-député macroniste, aujourd'hui ministre, confondait notes de frais et dépenses personnelles, puis oubliait pour mieux recommencer. Et que dire de la parité de façade de ce nouveau gouvernement où les femmes sont majoritairement reléguées à des postes de secrétaire d'État? La faute à qui? À Mélenchon, voyons. Comment vous expliquez ce déséquilibre? Alors, je l'explique très simplement, c'est-à-dire que si, par exemple, la NUPS avait appelé à ne pas apporter aucune voix à Brigitte Bourguignon, qui était ministre de la Santé, elle serait parmi nous aujourd'hui et j'en aurais été très heureuse. Et donc... Pardon. Oui, allô? Oui. Oui, j'ai bien placé ton nom, Jean-Luc. C'est bon. Ouais. Bon ben, bonne journée, camarade. Oui, c'est dans le contrat. Journaliste aux médias, on fait tout valider par le guide suprême et on cite son nom positivement au moins une fois par sujet. Comme ça, vous savez. Pour finir sur le remaniement, et il y en aurait beaucoup encore à dire, notons 3 détails qui n'en sont pas. Et de loin. D'abord, le plus facile, le plus malin, le plus dégueu, c'était le deal. Un ministre perdant aux législatives devait démissionner du gouvernement dans la foulée. Mais que nenni pour Justine Bénin, Brigitte Bourguignon et Amélie de Montchalin qui, tout comme Damien Abad d'ailleurs, qui pourtant croulaient sous les plaintes pour viol, ont gentiment attendu le remaniement, qui s'est d'ailleurs fait longuement attendre, pour quitter le gouvernement en catimini. Bien plus classe et discret que de démissionner. Continuons avec les 2 autres non-détails de ce remaniement. L'enseignement et la formation professionnelle, dont Carole Grandjean est désormais ministre déléguée, passent sous la co-tutelle du ministère de l'Éducation nationale et pour la première fois de celui du Travail. Macron souhaite en effet rapprocher les 660 000 jeunes concernés par le CAP et le bac pro du monde de l'entreprise. C'est vrai que c'est bien plus simple d'aller chercher les cerveaux directement au berceau. Mais ne voyons pas le mal partout. Tout le monde sait que l'esprit critique est naturellement inné chez chacun et que le rapport de subordination est une légende urbaine. Et puis n'allons pas non plus imaginer un monde de l'entreprise et un secteur industriel qui irait comme ça instrumentaliser les parcours scolaires pour assouvir leurs besoins immédiats de bras. Le manque d'éthique et la vision court-termiste, ce n'est pas du tout caractéristique du milieu. Souvenez-vous de Muriel Pénicaud. Un exemple, tout le monde s'en souvient d'ailleurs au ministère et chez Danone. Le 3e et dernier point concerne la jeunesse. Déjà, le retour de l'éblouissante Sarah El Haïry, qui reprend son poste de secrétaire d'État, l'essai en mai dernier. Moi, je crois que notre pays est une chance. Je crois que sa jeunesse est une chance. Et je crois que chacun a la capacité de construire, d'être un acteur. C'est absolument vide comme discours politique. Mais ce n'est pas là la grosse news, non. Là aussi, il y a une co-tutelle sous le ministère de l'Éducation nationale, ok, et sous celui des armées. Oui, vous avez bien entendu, la jeunesse française sous co-tutelle du ministère des Armées, avec comme justification l'étendue du SNU, le service national universel de Macron, qui fait d'ailleurs jusqu'ici un certain flop, dont le syndicat Sud Éducation dénonce comme, je cite, « instrument de militarisation de la jeunesse » dans un communiqué. En effet, comment ne pas y voir ici, surtout après le traitement violent des jeunes durant le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, la traduction de la vision autoritaire et réactionnaire qu'a le gouvernement de la jeunesse. On se souvient toutes et tous de cette scène affreuse d'adolescents de Mantes-la-Jolie en rang, à genoux, les mains derrière la tête, face à la police en 2018.
Voilà une classe qui se tient sage. Et c'est sans rappeler les nombreux épisodes de mépris du président lui-même envers les jeunes, tantôt invités à traverser la rue pour trouver un job, tantôt à obtenir un diplôme et à apprendre à se nourrir soi-même avant de vouloir faire la révolution. N'est-ce pas Manu? Mais ne l'accablons pas trop. Il tente des choses comme ici, durant le premier conseil des ministres ce lundi. Écoutons avec attention. Des transitions que nous avons à vivre, période exceptionnelle compte tenu également de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Et quelles que soient là aussi les politiques dont nous parlions, ça suppose de savoir investir, j'y reviendrai, transformer, bâtir, mais l'indépendance du pays et les progrès ne se financent que rarement sur des déficits non financés, en tout cas non soutenables, et l'indépendance réelle du pays ne se fait pas sans transformation profonde et beaucoup d'exigences. Et puis nous aurons à construire des transitions dans la durée, et qu'il s'agisse évidemment du défi écologique, qu'il s'agisse des grandes transitions démographiques, pour n'en citer que deux. Elles imposent de profondément transformer l'action collective qui est la nôtre, de repenser avec les élus locaux, avec l'ensemble de nos administrations, avec aussi les partenaires que sont les entreprises, les associations, les citoyens, en profondeur nombre de nos politiques publiques. Ah pardon, je suis parti. Ça a l'effet sur moi d'une séance d'ASMR à chaque fois. Désolé, mais j'ai tout écouté. Réforme, transformation, bâtir, responsabilité, transition, transformation profonde, encore, exigence, et encore transformer et repenser la transformation. Voilà, vous avez vu, j'ai parfaitement tout entendu. Par contre, j'ai rien compris. Et c'est sans doute là exactement le projet. Attentat, percée de l'extrême droite boostée par les médias dominants, répression policière, recul des libertés fondamentales et affaiblissement des démocraties. Tout ça est selon moi à mettre en corrélation avec la crise du capitalisme qui, lui, arrive gentiment à bout de souffle, mais qui, une fois n'est pas coutume, n'a aucunement l'ambition de se remettre en question ou mieux, de tirer sa révérence. Alors il épouse l'autoritarisme qu'il porte en lui et fricote avec l'obscurantisme qui le sert, sans même le menacer. Tout du moins, pas dans l'immédiat. Ce processus est visible un peu partout dans le monde et évidemment chez nous, en France, de manière si singulière. Notre héritage monarchique n'y est pas pour rien. Emmanuel Macron se comportant comme un monarque, aujourd'hui dans le déni, alors que son parti vient d'essuyer une défaite électorale cuisante aux législatives. Une première sous la Ve République pour un président réélu quelques semaines à peine en amont. Mais la Macronie adopte la stratégie du circuler, il n'y a rien à voir, alors que le nombre de leurs députés a fondu entre 2017 et 2022, passant de 314 à 172. Situation qui devrait obliger le président à revoir sa copie, mais il n'en est rien. Il se voit comme le garant de l'ordre établi, bourgeois et capitaliste grisonnant, à l'orée d'un naufrage écologique et social provoqué par le système économique qu'il incarne. Quelques musiciens jouant plus près de toi, mon Dieu, et on pourrait se croire sur le pont du Titanic, où les riches voyageurs et leurs capitaines s'étaient d'abord noyés dans leur déni, avant de subir le véritable naufrage dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Enfin, subir, ce sont eux qui ont profité des canaux de sauvetage en priorité, là où les classes inférieures avaient été préalablement enfermées dans le navire qui prenait l'eau. Prisonniers d'un destin funeste que les riches, sur le pont et aux manettes, ne souhaitaient pas voir en face, malgré l'iceberg qui était pourtant bien là. Un don't look up avant l'heure. Troublante métaphore, n'est-ce pas? Nous aussi, nous sommes retenus derrière des grilles et des lignes de CRS, soumis de force à la précarité, au silence, ainsi qu'à un ordre établi et des codes bourgeois étrangers pour beaucoup. Mais eux aussi, ils savent au fond être dans le déni. Le refus d'Elisabeth Borne de se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée aujourd'hui même met le gouvernement et le président plus encore au pied du mur, augmentant la pression d'un cran contre lui. Et comme le capitalisme, il est fort probable qu'il n'en tire aucune leçon et se radicalise. Voilà la recette parfaite pour poursuivre l'installation d'un régime autoritaire et antidémocratique. Tout ça pour sauver quelques privilèges, c'est ballot, et peu rentable sur le long terme. À moins que nous décidions tous collectivement autre chose. Facile à dire, je sais, moins à faire, mais quel projet autre que celui-ci serait en capacité de tous nous enthousiasmer?
reprendre le contrôle sur nos vies, sur la trajectoire de notre société, sur notre histoire commune. Ce ne serait pas là la plus grande aventure à laquelle vous n'auriez jamais participé ? Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver dans ce format avec lequel vous m'avez découvert aux médias. Mais ce sera bref car je prends mes vacances d'été à la fin de ce mois pour revenir en forme à la rentrée. D'ici là, je compte sur vous pour partager en masse dans tous vos réseaux mais aussi directement auprès de vos proches et vos amis cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et de me laisser un petit mot, un petit avis, une critique, un commentaire sous celle-ci. Pour finir, en écho avec ce que je dis en fin d'édito, cette grande aventure collective avec laquelle nous pourrions nous émanciper, il faut voir et soutenir les projets qui s'y inscrivent déjà, comme le média. S'émanciper, c'est gagner en liberté, notamment en s'informant mieux, hors des jeux de pouvoir et des conflits d'intérêts observables dans la plupart des médias mainstream et même plus petits. Ici, personne ne nous dicte rien. C'est précieux dans le journalisme. Il ne tient qu'à vous, alors, de protéger et de faire grandir cet outil médiatique et profondément politique qu'est le média, et les voix qui y résonnent. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien pour faire un don, mais surtout pour vous abonner. Ce n'est que comme ça que pourra grandir la rédaction et produire et se projeter sereinement. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous mercredi prochain.